Bonsoir, ce soir une table ronde sur l'hépatotoxicité des médicaments et on va parler principalement de traitements anticancéreux. Donc Thierry, l'oxaliplatine, pour les gastroentérologues, c'est courant. Voilà, alors en fait, il a été rapporté déjà dans la littérature des cas d'hypertension portale liés à l'oxaliplatine. Et là, une étude italienne sur 143 patients, donc un nombre relativement limité de patients, traités par Xelox ou par Folfox, et suivis pendant 6 mois, 6 cycles, on a pu constater tout de même 4%, un peu plus de 4% d'hypertension portale, apprécié sur un scanner effectué à J0 et 6 mois après, donc après 6 cycles. Et on a constaté comme critère une veine porte supérieure à 15 mm et ou une rate supérieure à 12 cm. Par ailleurs, 2 patients sur les 6 avaient des varices œsophagiennes. Donc il y a confirmation qu'il faut être prudent et surveiller les patients qui ont une chimiothérapie par l'oxaliplatine en matière d'hypertension portale. Patrick, le rituximab, il faut être prudent. Oui, c'est un sujet important. La Cleveland Clinic, là aux États-Unis, a revu plus de 2200 patients qui étaient traités par rituximab et retrouvé 5% de patients à risque. Qu'est-ce que c'est à risque? C'est des patients qui sont antigènes HBS positifs ou qui ont des anticorps anti-HBC positifs. Et retrouvé que dans 40% des cas, ces patients n'avaient pas eu de traitement préemptif par des antinucléosidiques. Et sur ces 5% de patients qui étaient à risque, dans 8%, il y a eu une réactivation virale. Et dans un quart des cas, les patients sont décédés. Donc c'est vraiment un problème important. Il y a du reste des recommandations. Rappelle-nous ces recos. Voilà, il y a des recommandations au niveau de l'ISOL. On doit doser systématiquement l'antigène HBS et les anticorps anti-HBC chez les patients qui ont un traitement par rituximab. Un traitement préemptif doit être effectué systématiquement en cas de positivité. Surtout, le traitement doit être poursuivi à l'arrêt du traitement. Et habituellement, c'est 1 an, mais dans ce cas-là, c'est 18 mois. Et on doit même continuer à suivre ces patients sur le plan biologique plus d'1 an après ces 18 mois. Donc, c'est un message vraiment important. L'immunothérapie monte en puissance, peut-être bientôt dans le CHC d'ailleurs. Un mot sur le pembrolizumab. Oui, le pembrolizumab est un anticorps anti-PD1 qui est utilisé récemment dans le cancer du poumon, dans le cancer urothélial et dans le mélanome. Son hépatotoxicité est mal connue et je rapporte ici une étude américaine qui a étudié rétrospectivement sur 4 ans 496 patients et 14% de ces patients développaient une hépatite toxique due au pembrolizumab. L'hépatite était surtout centrée sur une cytolyse supérieure à 5 fois la normale qui survenait au bout de entre 1 et 3 perfusions, donc dans les 3 premiers mois. Peu de patients ont été vus par un hépatologue ou ont eu une biopsie hépatique parce qu'il y avait peu de critères de sévérité. Et surtout, un élément important de l'étude, c'est de montrer qu'un tiers des patients ont été obligés de switcher, d'arrêter le traitement, alors que 2 tiers arrivaient, moyennant une adaptation thérapeutique, à poursuivre le traitement. Ces formes hépatotoxiques liées au pembrolizumab étaient associées à une moins bonne réponse au traitement et à une mortalité plus élevée. Donc confirmation d'une hépatotoxicité de l'immunothérapie, sans critères de gravité et sans forcément arrêt du traitement. Bon, donc message à suivre. Karine, l'asparaginase, dans mes vieux souvenirs, ça peut donner des problèmes pancréatiques, mais pas que. Non, effectivement, je vais rapporter une série de 8 patients qui ont présenté des stéatoses aiguës induites par l'asparaginase. Les anomalies biologiques sous forme d'une cytolyse marquée d'une cholestase ictérique apparaissent précocement vers J15. Il y a toujours une stéatose à l'imagerie. Dans cette série, c'est que des patients qui ont un surpoids et une obésité. L'évolution est favorable, mais ce sont des hépatites sévères. Par contre, ça retarde toujours l'administration de la prochaine cure de chimiothérapie où il faut adapter les doses. Et à la biopsie hépatique, il y a vraiment une stéatose majeure macro-vésiculaire. Et moi, Bertrand, j'ai une question à te poser. Ces hépatites liées au traitement anticancéreux dont nous venons de parler,
Est-ce qu'elles sont toutes iatrogènes ou n'y a-t-il pas des pièges? Un des pièges, c'est un des travaux présentés. C'est un des travaux présentés cette année. Un des pièges, c'est de penser à l'hépatite E. Une grosse cohorte américaine de suivi des hépatotoxicités médicamenteuses en général montre que dans 1,2% des cas, les IgM anti-HGE sont positifs, anti-VHE sont positives. Et donc on peut avoir un doute quant à un diagnostic d'hépatotoxicité qui est théoriquement un diagnostic d'élimination. 1,2%, dont un tiers des patients avaient un ARN positif. Donc pensez à à chercher l'hépatite E chez ces patients suspects d'hépatotoxicité médicamenteuse, puisque c'est la première cause d'hépatite aiguë en France maintenant, et pas qu'en France. Et alors, les IgM anti-VHE, c'est quelque chose de fugace ou ça peut durer? Les IgM Alors, tu fais référence à un travail qui a été présenté également, qui montre que, de façon surprenante, les IgM anti-VHE peuvent, dans 60% des cas, persister jusqu'à 3 ans après l'hépatite aiguë. Donc, prudence également dans l'interprétation. C'est vrai que c'est une interprétation qui nécessite une analyse totale du dossier avant de conclure également à une hépatite E aiguë. Ce n'est pas toujours très simple. Merci à tous Merci. de votre participation. Merci.